pas justement fermer cette fenêtre et voir ce que l'homme peut apporter économiquement? Non, si pendant de nombreuses années, vous avez défendu un certain nombre de positions, notamment comment aider à limiter la rétraction de la puissance économique de la France en Afrique, il y a un document vidéo qui s'appelle La France-Afrique, le temps des entrepreneurs. C'est un document vidéo qui a été réalisé en partenariat, je crois, avec l'Institut Montaigne par Lionel Zissou. J'encourage tout le monde à aller voir cette vidéo sur YouTube. C'est clair. Lionel Zissou a été clair et vous allez sentir dans ses propos qu'il s'inquiète du recul, du reflux des entreprises françaises en Afrique. Il a parlé des banques, etc., qui sont aujourd'hui, ils ont des capitaux qui proviennent des pays émergents, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Il a parlé de Toyota, qui a supplanté Peugeot, ZTE et Huawei qui ont supplanté Alcatel-Lucent. Donc dans ces conditions, il se plaît aussi de la vente des actifs de la France et de l'Europe en Afrique. Mais également dans un autre document vidéo, Lionel Zissou dit qui possède les mines, qui possède les puits de pétrole, qui possède l'immobilier en Afrique. Et il a dit c'est l'Europe et que l'Afrique appartenait à l'Europe, ce qui est vrai. Mais le vrai problème, est-ce que l'Afrique doit continuer d'appartenir à l'Europe? Parce qu'au même moment où l'homme dit que qui possède les mines, qui possède les puits de pétrole, mais on sait comment ces puits de pétrole, ces mines ont été acquis. Ça, je peux dire que la France et beaucoup d'autres puissances se sont accaparés de ces biens pendant la colonisation et après les indépendances. Vous savez, les accords qui ont été signés par les pays africains pour obtenir leur indépendance, on ne va pas en parler sur ce plateau, mais au même moment où tu te plais, le monsieur se plaît, pardon, de cette vente des actifs, ensuite, ce même monsieur dit comment il faut revenir en Afrique pour obtenir plus d'actifs. C'est ça qui doit vous inquiéter. Élargir la zone CFA, renforcer la présence française en Afrique. Et je crois que vous avez évoqué la table ronde de Paris. D'abord, moi je pense que la table ronde de Paris, pour le moment, c'est un échec. Et pour moi, Lionel Zissou n'est pas un homme nouveau. Lionel Zissou a été conseiller du président Boni Yayi de 2006 à 2011, je crois. Et ensuite, la table ronde de Paris a eu lieu en 2014. Et Lionel Zissou a pris une part active à cette table ronde de Paris. Et lors d'une visite, je crois, du chef de l'État, le président Boni Yayi, à la Caisse autonome d'amortissement, je crois qu'en son temps, il avait dit qu'il y avait d'autres valeurs dans ce pays, notamment les coupes acquis et consorts, mais qu'il a fait appel à Lionel Zissou à cause de sa capacité de mobilisation de ressources. Bon, moi je pense qu'il y a une confusion. Lionel Zissou, en tant que banquier d'affaires, gère des fonds qui lui sont confiés par les fonds de pension et autres, les grandes institutions, pour essentiellement faire du profit. Okay? C'est du private equity. Mais au même moment, le développement, c'est-à-dire lever des fonds pour le développement, ce n'est pas à la tête de l'individu. C'est un État. Il y a un certain nombre de mécanismes, il y a des garanties, il y a un certain nombre il y a les notes, la note du pays, etc. Et quand vous prenez la table ronde de Paris, on nous a dit qu'il y a eu des intentions de 18 milliards d'euros, je crois, que le Bénin a pu obtenir. Mais le vrai problème avec ça, ceux qui connaissent comment ce genre de choses fonctionne, quand on vous promet 18 milliards, c'est sûr que vous aurez peut-être 10%, mais dans ces 10%, vous aurez la moitié de ces 10%. Donc, faites un petit calcul, on se retrouve autour de 800, 900 millions de dollars, ou d'euros, pardon. Et aujourd'hui, je ne crois pas que le gouvernement béninois ou Lionel Zissou a été capable de lever $1 seul million. Il faut qu'on soit sincère envers nous-mêmes. C'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on nous vende des choses qui n'existent pas, qui n'ont pas été concrétisées. Mais François Gongo, au niveau du monde des affaires, ça bouillonne et l'analyste financier pense que c'est la raison. Et pourtant, l'homme a fait ce que d'aucuns qualifient déjà de son meilleur culpa. Il prend langue avec le développement maintenant de sa patrie et compte aider l'Afrique à amorcer le nouveau virage souhaité de tous. Passer le débat sur la bénignité de Lionel Zissou, parce qu'il a établi maintenant qu'il est béninois, les actions qu'il a posées sont évidentes sur le terrain, et se pose aujourd'hui la
probabilité de l'impact que son arrivée aura sur le développement du pays. Et lorsque je lis un peu le passé de l'homme, je le vois beaucoup plus attaché à la réimplantation de la France à travers ses vallées, les grandes structures économiques et financières, les grandes structures diplomatiques, que aller vers le développement du Bénin. L'homme aura à nous rassurer de ce qu'il n'est pas là pour mettre le Bénin en position de hub pour créer des crises dans les pays de la sous-région, dans la logique de l'élargissement du franc CFA. Et ça, il a commencé à le faire. Il faut qu'il nous rassure. Il a un temps très court pour le faire. Et comme nous le voyons, jusque-là, autour de Lionel Zinsou, on essaie de vendre du vent au peuple. On essaie d'amener le peuple vers l'abstrait. On miroite au peuple l'image d'un Messie qui pourrait venir dans une logique de précipitation pour changer le cours des choses. C'est quasi impossible. Le développement est d'abord endogène. Le développement, c'est qu'on s'appuie sur la culture qu'il ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la culture dans les livres. On ne maîtrise pas la culture en séjournant quelques jours par an dans son pays adoptif ou d'origine. Lionel Zinsou a des qualités, certes, mais il faut arrêter de faire croire aux Béninois que c'est la panacée, que c'est la clé qui va permettre aux Béninois, dans la paresse, parce que nous sommes en majorité paresseux, dans l'ignorance. Oui, évidemment. Nous on finit le journal à 4 heures, on est encore ici à 6 heures. Les populations ont à juger si nous sommes paresseux ou pas. Mais la majorité des Béninois sont paresseux. Le problème, c'est la pression sociale sur ceux qui arrivent à s'en sortir. Le problème, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes en train de jouer au ludo, en train de jouer au jeu de dames, en train de discuter à longueur de journée, sans avoir de préoccupation. On dira que c'est l'État qui ne donne pas l'emploi, mais l'emploi se crée par soi-même dans un système libéral. Là, c'est un autre débat. Lionel Zinsou, en tant que produit politique, ne convainc pas encore de ce qu'il est là pour aller véritablement vers la rupture, de ce qu'il est là au-delà des préceptes qu'il a eus, au-delà des connaissances livresques qu'il a eues et que nous tous, nous pouvons avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus, là c'est un secret de polichinelle. Il n'a pas donné la preuve qu'il peut se détacher de la France, qu'il a tout le temps servi, pour laquelle il a inventé la stratégie de reconquête. Moi, je ne veux pas parler de recolonisation. De l'Afrique de reconquête, des parts de marché. Et là, c'est normal que dans une logique de développement, dans une logique de protection d'une nation, qu'on en soit à ce niveau. Mais dans la logique de changement des paradigmes sur le front des relations commerciales, l'Afrique envahie par la Chine, par l'Inde, par les pays émergents, qui ont montré à l'Afrique que les matières premières peuvent être prisées autrement, que les prix auxquels les anciens colons l'achetaient et la Gbagbo en a payé pour son cacao. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de redimensionnement des paradigmes, des paramètres qui prévalent aux relations économiques, diplomatiques et commerciales. Ou bien, les Français tiennent compte de la dynamique ambiante et s'asseyent avec les Africains, redéfinissent les critères de fonctionnement, ou bien ils acceptent continuer dans la logique de l'oppresseur. Et là, je vois Lionel Zinsou dans un mauvais rôle, parce que le terreau n'est pas du tout favorable. Il ne peut pas amener le Bénin à devenir un strapontin, à devenir satellite pour cette philosophie. Donc, l'un dans l'autre, je crois qu'on ne peut pas empêcher à la France de vouloir reconquérir les parts de marché. Mais la France également ne doit pas vouloir reconquérir les parts de marché aujourd'hui avec les vieilles méthodes. Il faut aller vers la mise sur tapis de toutes les cartes, qu'on considère le Bénin comme la clé pour ouvrir le marché nigérian, le marché des pays de l'interland, qu'on donne au Bénin la place qui lui revient, et qu'on discute avec les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs commerciaux béninois, de comment les relations
se feront prochainement. Et l'homme a Au lieu- certainement, et l'homme a même anticipé un peu dans votre logique la rencontre avec les opérateurs économiques béninois. On ne peut pas la passer sous silence. C'est pour d'aucuns déjà un signal plutôt heureux dans les relations prochaines si les ambitions arrivaient à être concrétisées. Mais vous, les Tonji Béton, comment l'appréciez-vous cette rencontre-là? Ça n'augure rien de bon? Bon, écoutez, je crois que rencontrer les chefs d'entreprise, c'est une bonne chose. Mais ce qui devrait nous inquiéter le plus, c'est la dernière sortie de l'homme d'affaires nigérien, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, qui est un citoyen de notre puissant voisin, le Nigeria, et qui s'inquiète de l'irruption soudaine de Lionel Zissou sur la scène politique béninoise. Mais Aliko Dangote, selon tout ce que nous avons lu récemment, a fustigé la présence de Lionel Zissou, qui considère comme un négociateur international qui a toujours été au service de la France et qui a toujours défendu les intérêts français. Et donc il ne pense pas comment, il ne sait pas comment cet homme aujourd'hui peut changer en un laps de temps, dans la mesure où les intérêts de la France ont toujours été sa priorité. Et quand vous voyez des gens de cette trempe commencer à se plaindre, ça veut dire que on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Parce que dans la même interview, Dangote estime que la présence de Lionel Zissou peut faire qu'il y aura une réticence à investir en Afrique et surtout en Afrique francophone, parce que pour lui déjà, c'est assez difficile d'investir dans les pays qui ont été colonisés par la France. Il a dit plusieurs fois, il a dit sur Africa 24, et il a réitéré aujourd'hui à cause de la présence de Lionel Zissou au Bénin. Donc, c'est dans ces conditions qu'il faut qu'on évalue cette présence du Premier ministre qui aujourd'hui est candidat aux élections présidentielles. Et je pense que la valeur de l'homme doit être jugée sur ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, vous avez dit en tant que, bon voilà, l'homme a changé peut-être, qui dit quelque chose d'autre aujourd'hui. Bon, écoutez, regardons le bilan de l'homme. Quand il est venu, il a dit, si on peut montrer qu'il y a des méthodes pour changer la vie des Béninois en 10 mois, que peut-être les gens vont vouloir continuer l'expérience. Donc, voyons un tout petit peu, si vous le permettez, le bilan de l'homme. C'est quoi le bilan de Lionel Zissou au Bénin à l'heure où je vous parle? Le bilan de Lionel Zissou est la signature de la convention des rails pour Bolloré. Et cette signature, qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer l'appauvrissement de la bourgeoisie locale et de la classe moyenne locale. Je vais vous Comment expliquer. ça? Ou bien faire profiter toute cette classe? Alors, je vais vous expliquer un peu comment les choses se passent. Pourquoi aujourd'hui la France a d'énormes difficultés? Après les indépendances, et même avant les indépendances, la France avait le monopole du marché des pays colonisés, de l'empire colonial africain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez des compagnies comme la CFAO, CFDT, la SCOA, les gens qui sont dans les BTP, etc., la manutention portuaire, qui étaient exclusivement dominés par la France. Et donc, du coup, tout l'argent qui provenait de ces sociétés en Afrique retournait au trésor français et n'était pas réinvesti en Afrique. Et donc, aujourd'hui, la présence d'autres acteurs sur le terrain a enlevé de facto ces revenus qui allaient en France. Et d'où un certain nombre de difficultés économiques pour la France. Et donc, quand vous prenez, par exemple, les rails qui ont été octroyés à Bolloré, il en aura l'exploitation. C'est lui qui décidera de quels produits vont monter sur ces rails. Et vous imaginez, en France et aux États-Unis, quand vous prenez une locomotive, vous pouvez tirer à peu près 200 wagons. Vous imaginez, en une journée, Bolloré peut tirer peut-être 1000, 2000 wagons. Parce que le Bénin étant le port d'entrée de plus de 5 pays, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad.
Et je mets aussi le Togo. Et donc, quand vous prenez ces régions, c'est-à-dire les pays que j'ai cités, et vous ajoutez le nord Nigeria, on se retrouve dans une situation où Bolloré et la France ont un accès direct à un marché d'à peu près 254 millions de personnes et un PIB de 633 milliards de dollars. Et c'est-à-dire que, donc, la France s'étant désindustrialisée, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Le commerce entre la Chine, l'Inde, etc., la Turquie et l'Afrique se fait par des individus, les Aladi de Porto Novo et autres. Donc, ces gens, si vous prenez cette tablette, ils vont acheter ça en France, peut-être, en Chine, ils commandent 2 conteneurs, et donc ça va lui revenir peut-être à 1000 €. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La France étant désindustrialisée, les Français étant ici, parce qu'avec le pouvoir présidentiel, nous sommes dans un régime fort, il ne faut pas l'oublier, et toutes positions acquises peuvent être détruites par un décret présidentiel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Français vont se constituer, les entreprises françaises du bois vont et peuvent se constituer en pool et aller faire de grosses commandes. Et qu'est-ce qui va se passer? Si eux, ils commandent 100 conteneurs de ce même produit, ils vont l'acheter à peut-être 100 $ au lieu de 1000 $. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont contrôler les prix et vont ramener ces produits ici qui seront mis transportés par ces wagons. D'abord, ça va tuer rapidement le business des camionneurs, ok? Et ce qui va se passer le long du corridor, c'est-à-dire vous aurez les ports secs de Parakou, de Malanville, etc. Ces produits seront déversés là et ensuite il y aura des camionneurs. Aujourd'hui, ce sera les camionneurs français, les camionneurs belges qui vont venir et qui vont prendre ces produits, qui vont aller les livrer au nord Nigeria, Kano, Kaduna, Zaria, etc. Du coup, qu'est-ce qui va se casser? En 2 ans, 3 ans, on va constater un appauvrissement des Français, des Béninois, pardon, dans la mesure où, si vous regardez la vidéo, la France-Afrique, le temps des entrepreneurs, c'est exactement ce dont se plaignait Lionel Zissou pour la France. Il a dit, les Français sont en train de s'appauvrir à travers les flux de commerce. Et c'est ce qui va se passer ici. Et donc, quand vous regardez tout ça, que vous mettez à l'actif de l'homme, moi je pense que 5 ans ou 10 ans, parce que s'il est élu, il sera là pour 10 ans, je crois, parce que c'est comme ça que les choses... La confiance, c'est 5 ans, renouvelable, pour l'instant. Oui, bon, écoutez, on sait bien comment les élections se passent ici. Nous sommes à 2 semaines des élections présidentielles au Bénin. On n'a même pas de carte d'électeur. Dans quel pays vous voyez des choses pareilles? Et depuis 10 ans, c'est comme ça qu'on a toujours assisté à des élections calamiteuses, parce que on veut toujours faire de la fraude. Mais moi, ce que je veux dire, je crois que on est en train d'aller un peu de l'autre côté, mais je tiens à parler de ça parce que un président élu qui n'a pas de légitimité ne pourra pas bien diriger un pays, et c'est ce qui se passe. Quand vous avez des chefs d'État qui sont élus et qui n'ont pas de légitimité, la légitimité, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est le peuple qui vous confère la légitimité et c'est le peuple qui est souverain. Et tant que vous n'aurez pas cette légitimité, vous n'allez pas incarner la volonté populaire et il vous sera difficile de diriger un pays, de négocier avec les syndicats, de faire un certain nombre de choses, de négocier avec les forces politiques. Parce que la gestion d'un pays n'est pas une gestion solitaire. Et revenons à la préoccupation. Revenons donc à la préoccupation. Il y a le projet Lumière pour tous. Bon, je ne sais pas là où ce projet-là se trouve aujourd'hui. On a vu à la télé, on en a parlé à la COP 21, etc. Bon, ce n'est pas en fait ce qui va sortir les Béninois du délestage constant que nous vivons. Depuis quelques semaines, le délestage a recommencé. Bon, évidemment, on nous a dit qu'il y aura à peu près 40 milliards qui seront ponctionnés sur le budget national pour faire ce projet. Moi, je me demande bien pourquoi maintenant et ce projet à la fin d'un mandat présidentiel alors qu'on va aux élections présidentielles. Voilà. Et qui sont ces compagnies qui ont eu le droit de distribuer ces lampes solaires? Il faut qu'on nous informe sur tout ça. Il faut qu'on change la façon dont les choses sont en train de se faire dans ce pays. Donc, son bilan ne vous rassure pas? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans la même opacité qu'on a eu pendant 10 ans avec Boni Yahi et sa clique. On ne peut pas continuer comme ça. Et nous, moi je pense que les jeunes doivent se lever, commencer à poser des questions et dire non à ce genre de choses. Le Bénin est un pays qui, si
nous avons une bonne gouvernance, devait être un pays riche. Vous prenez le Bénin, vous comparez le Bénin à Singapour, on a peut-être 10 fois plus d'atouts que Singapour. Et voilà, on végète dans la misère, les jeunes n'ont pas de boulot, et tout ce qui préoccupe cette classe politique, aujourd'hui, c'est le copinage entre les institutions de la République. La classe politique est tétanisée, caporalisée par l'exécutif, et du coup, les jeunes sont là, et on a des ministres qui, leur préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas l'emploi des jeunes. On les réunit, on leur dit ci, on leur dit ça, on leur promet des emplois qui ne se matérialisent jamais. L'emploi ne se crée pas. L'emploi ne se décrète pas. On ne peut pas créer des emplois par un décret présidentiel. Mais l'emploi se crée en mettant en place des conditions pour créer ces emplois, c'est-à-dire en mettant en place des conditions qui favorisent les hommes d'affaires, parce que c'est eux qui sont créateurs de richesse et par conséquent créateurs d'emplois. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et ce pays doit être ouvert à tout le monde. Ben, vous semblez oublier les structures en place ici pour accompagner l'emploi des jeunes. La NPE, je veux citer au passage, le FNPEJ, pour ne citer que ceux-là. C'est quand même pour la jeunesse, tout ceci. Dites-moi le nombre d'emplois que la NPE a créé dans ce pays, le nombre d'emplois que le FNPEJ a créé dans ce pays. J'espère que vous ne voulez pas que je revienne. Je parle des scandales non, des scandales au niveau du FNPEJ. On ne comprend pas le bruit qu'il y a au niveau du monde des affaires, si on veut comprendre. Ces agences dont vous parlez, en fait, moi, je considère qu'il faut qu'on revoie tout ça. Parce qu'on crée des structures qui deviennent des nids, des trous de détournement, de gabégie. Non, attention. Mais derrière François Bongo, je sais que vous avez fait un certain nombre de dossiers dans ce sens-là. Et aujourd'hui, le Bénin, quand même, peut se targuer d'avoir fait des efforts considérables en termes d'emploi des jeunes, non? Je crois que c'est à la limite la crétinisation des jeunes. Parce que ce ne sont pas des emplois décents. Et la multiplication des structures, de plusieurs structures, à une même fin, donne la preuve de l'incapacité des dirigeants. Lorsque vous multipliez des structures pour atteindre un même objectif, c'est supposer que les structures antérieures ont échoué, et c'est supposer que les structures qui sont créées de manière postérieure ont encore à apprendre de l'expérience passée pour mieux s'améliorer. L'un dans l'autre, c'est la preuve d'un échec patent et cuisant. FNPEJ, tous les jeunes à qui on a remis de l'argent, dont on a publié les noms pour des impayés, beaucoup ont dit que c'est le man, que c'était des frais de campagne. Combien on a récupéré? Ce sont des structures qui sont créées pour contenter des sbires, des griots, qui passent tout leur temps à faire campagne. On dit DGTEL. Comment on peut, dans un pays qui se respecte, en période électorale, trouver des directeurs de sociétés assis, vautrés, autour des candidats, laissant le boulot pour lequel ils sont payés. Ils sont engraissés. On trouve des reportages, on dit, le directeur général de la Sonapra a mobilisé pour, le ministère a mobilisé pour, et on veut aller vers la rupture, comme ça. Je crois que le problème, ce n'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lionel Zissou. Aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'on aime ou on n'aime pas Lionel Zissou. Le problème, c'est pas qu'on aime ou on n'aime pas le président Boliaï. Mais le gâchis est béant. Ce qui se passe aujourd'hui... Le gâchis est béant. Oui. Mais il est question aujourd'hui de partir sur de nouvelles bases. Si hier, le partenariat secteur public, secteur privé a échoué, on a aujourd'hui des prototypes d'hommes qui, somme toute, semblent être imbibés de ces réalités-là. Est-ce que le Bénin n'est carrément pas à la croisée de chemin et qu'il faut espérer aller au-devant des choses? La politique a échoué. Il faut aller vers une recomposition de la classe politique et ça ne se passera pas en moins d'une génération. L'économique a pris le dessus sur le politique, ce qui nous a amené à constater l'invite astucieuse d'un acteur important et l'invite subite de l'autre, qui se retrouve aujourd'hui presque en pole position avec le candidat du pouvoir en place, qui est une monnaie de deniers, une monnaie de Auchan de deniers. Là où on est aujourd'hui, on est véritablement à la croisée des chemins, où on doit mettre les compteurs à zéro. Repartir sur de nouvelles bases, comme vous l'aviez dit. Mais on ne peut pas aller vers le futur
sans faire le bilan du passé. Et ce bilan est cataclysmique. Je pèse mon mot. Une désarticulation de l'administration publique par la promotion de la médiocrité, l'exponentialisation du népotisme. Les méritants n'ont pas de place dans leur société. Il faut avoir un nom, il faut avoir un faciès, il faut maîtriser une langue donnée. Et là, ce n'est qu'un secret de polichinelle. La mort programmée des partis politiques. Le musellement du mouvement syndical par la patriotisation du mouvement syndical. La crétinisation des jeunes. C'est comme les jeunes ont faim, on leur donne des petits boulots. Hein, on a parlé du service militaire. Après, on parle de 6 mois de stage, etc. Pendant qu'on a des enfants qui sont bien diplômés, que les autres, on le dit, et qui sont casés sans avoir fait preuve de leurs compétences nulle part. Suivez mon regard. En fait, c'est que joue face à l'histoire. Et ces images vont rester. Quel que soit ce qui va venir à chacun d'entre nous, la génération à venir va apprécier. Et comme je le dis souvent, opinons, mais opinons pour que les choses changent. Et pour que les choses changent aujourd'hui au Bénin, c'est qu'il faut montrer, comme le fait très bien notre ami, il faut montrer la réalité de la situation. Le professeur Lionel Zissou a une valeur sous d'autres cieux. L'environnement béninois n'est pas le même. À l'expérience, d'il y a 6 mois, 7 mois, la seule preuve qu'il nous a donné, la signature des accords, la distribution des lampes torches. Et on a comme l'impression qu'il y a un malheur qui le poursuit. Parce que depuis qu'il est là, le délestage s'est accru. Et c'est clair que ça va s'inviter dans le choix des populations. Parce que quand je parle de l'électricité, et on m'amène les factures qui augmentent de jour en jour, c'est pas évident que je vote pour le candidat du pouvoir. C'est clair, on peut tout dire. En tout cas, ce n'est pas encore la campagne. Donc, non, ce n'est pas la campagne, mais nous opinons. Et nous les amenons à changer de stratégie. Donc, je pense, pour être concis, je pense qu'aujourd'hui, l'invite des opérateurs économiques est une chance pour le redimensionnement de la chose politique, la clarification du paysage politique, la conscientisation du peuple, entendu que les dispositions légales mettent bien les étanchéités, les balises, pour éviter qu'il n'y ait confusion de genre et conflit d'intérêts. Ou on accepte aller avec des gens de l'intérieur, qui connaissent les situations, qui ont vécu, qui ont souffert, qui ont été en exil ou qui sont restés, des gens qui ont côtoyé le pouvoir et qui ont de l'expérience, ou nous allons accepter nous mettre dans un vide, un saut dans le vide, avec quelqu'un qui parle bien, même si durant 3 minutes, 4 minutes, il ne m'avait pas convaincu, moi, un petit intellectuel, qui parle bien, mais qui ne donne pas la garantie qu'il peut se soustraire de sa première patrie pour se mettre au service d'un petit pays, d'un pays de nègres comme le nôtre, d'un pays de pauvres comme le nôtre, d'un pays de nécessiteux comme le nôtre. La garantie, c'est ce qu'on demanderait aussi au niveau du monde des affaires. Mais comment vous suivez tout ceci de près? N'est-ce pas possible de trouver juste un modus vivendi pour espérer un bon, mais un bon qualitatif? Non, je crois que il y a eu mal donne dès le départ. La façon dont le président Boni Yayi a amené le Premier ministre au Bénin. Moi, je ne dis pas que le Premier ministre n'a pas le droit d'être Premier ministre au Bénin. C'est un Béninois et c'est un intellectuel, c'est un banquier d'affaires, c'est un homme d'affaires et il peut apporter beaucoup à ce pays. Mais le problème qui se pose, quelles sont les intentions réelles de l'homme? Une petite analyse, moi, me dit que Lionel Zissou est ici non seulement pour avancer les intérêts de la France, mais peut-être la présence de Lionel Zissou, c'est les intérêts du président Boni Yayi et personne n'en parle. Peut-être c'est un deal, on n'en sait rien. Peut-être que le président Boni Yayi cherche un sauf-conduit après le pouvoir. On sait bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais moi je veux vous dire ceci. Quel que soit le deal qu'un chef d'État africain fait avec n'importe quelle puissance, ces deals n'ont aucune valeur. Vous voyez aujourd'hui Moubarak en Égypte, vous voyez aujourd'hui Blaise Compaoré aujourd'hui qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est obligé
qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, regardez, qui a servi la France mieux que Blaise Compaoré dans la sous-région. Vous pouvez me le dire? Donc, je ne sais pas... C'est des conseils que vous donnez? Oui, c'est des conseils que moi je donne au président Boni Yayi. Je crois que c'est quelqu'un qui... Vous lui demandez de lâcher l'homme? C'est quelqu'un qui en 2006 a été porté par le peuple pour venir changer les choses, mais 10 ans après, on se retrouve dans une situation de désenchantement total. On nous amène quelqu'un, on dit qu'il va poursuivre les œuvres du président Boni Yayi. Ben, voilà ce qui se passe. Lionel Zissou, quelqu'un que j'ai toujours respecté, mais que je découvre que finalement, Yayi Boni, Lionel Zissou, c'est même chose pareille, dans la mesure où Lionel Zissou, depuis qu'il est là, n'a jamais respecté notre constitution. L'utilisation abusive des biens de l'État pour faire de campagne, le clergé a dénoncé ça en demandant à Lionel Zissou de démissionner, ce qu'il n'a jamais fait. Moi, je pense qu'il y a un problème éthique. C'est-à-dire que c'est son droit, il n'a pas besoin de démissionner, mais cependant, en politique, l'éthique compte pour beaucoup. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit qu'il veut changer les choses, qu'il veut faire les choses autrement, mais son comportement ne va pas dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui continue d'être membre d'un certain nombre d'instances en France, malgré le fait que l'article 54 de notre Constitution l'interdit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Personne n'en parle, c'est-à-dire on se retrouve dans une gadoue totale où tout le monde vit cette situation et accepte de continuer dans ce désordre infernal. Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut que nous tous, nous Béninois, surtout les jeunes, qu'on fasse un arrêt et qu'on analyse tout ce qui se passe, qu'on n'accepte pas la fatalité, parce que depuis on nous dit voilà, telle chose va se passer. D'abord, nous ne sommes pas encore partis aux élections. Les gens parlent de chaos, etc. et tout ça. Ce n'est pas normal. Vous avez le président du COS-LEPI qui vient à la télé, qui gaillardement dit qu'il y aura un chaos. Dans d'autres pays, il aurait été démis de ses fonctions. L'étoudi Béton, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Médéric François Gongo, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, lentement mais sûrement, les rideaux retombent sur ce numéro de votre émission 100% Bénin, et ce sera en compagnie de Charles Baudelaire avec cette citation. Il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. Plus qu'il n'espère de grand, de beau, mais surtout d'épanouissement pour sa personne. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Demain, un autre jour pour de nouveaux défis, toujours sur Sika, la chaîne pour vous donner du plaisir.